20 ans que cela dure, 20 ans que le Zimbabwe s'enlise dans la pauvreté, écrasé par une dette insoutenable et une hyperinflation, et 20 ans qu'il subit les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne après la violente répression d'opposants au régime de Robert Mugabe lors de la présidentielle en 2002. Ces sanctions nous ont affaiblis et on travaille moins à cause d'elles. Ils souhaitent nous voir souffrir. Mais Dieu ne nous abandonnera pas. À la fin des années 90, cette usine tournait à plein régime et voulait même s'agrandir pour fabriquer encore plus de réfrigérateurs. Mais avec les sanctions internationales, impossible pour le patron d'attirer des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, l'entreprise tourne au ralenti. Nous employons plus de 350 personnes ici. Nous sommes maintenant à moins de 50 employés. Voilà le résultat des sanctions. Nous avions l'habitude de former des mécaniciens frigorifiques et tous les mécaniciens frigorifiques que nous avons formés, soit bien plus de 300, ont quitté le pays et travaillent ailleurs, à l'étranger. Depuis 2019, l'Union européenne a allégé ses sanctions, mais pas les États-Unis, et Harare ne reçoit toujours aucune aide du Fonds monétaire international. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Mugabe en 2017, a réclamé à plusieurs reprises la fin des sanctions américaines qui interdisent aux banques de prêter de l'argent au Zimbabwe. Appel relayé par une partie de la population qui manifeste régulièrement, comme ici devant l'ambassade américaine. Mais avant toute levée, Washington exige un meilleur respect des droits de l'homme, des élections démocratiques et le paiement de quelques 8 milliards d'euros aux propriétaires blancs expropriés lors des réformes agraires sous Mugabe. Nous ne voulons pas que des conditions soient imposées au gouvernement ou au peuple zimbabwéen pour leur dire « faites ceci pour qu'on lève les sanctions ». Surtout si c'est fait par des gens qui prétendent être les champions de la démocratie et des droits humains, mais qui en réalité ne respectent pas ce qu'ils prêchent. À ces manifestants, les États-Unis répondent que si le Zimbabwe va si mal, ce n'est pas à cause des sanctions qui pèsent sur lui, mais à cause de la corruption qui continue d'y régner et de la très mauvaise gestion des ressources du pays par ses dirigeants. C'est l'une des rares entreprises de recyclage en Tunisie. Elle transforme ses montagnes de plastique en copeaux ou granulés pour l'industrie. Depuis son ouverture en 2009 près de Tunis, African Recycling n'a cessé de grossir. Elle emploie aujourd'hui une soixantaine de personnes, majoritairement des femmes qui pour la plupart ont un mari au chômage et font vivre toute la famille. Et indirectement, ce sont plus de 200 personnes qui travaillent grâce à cette entreprise. Ces déchets-là, c'est une valeur ajoutée. On peut créer beaucoup d'emplois et on a un grand manque des déchets de plastique en Tunisie. Au lieu d'importer ces déchets-là des autres pays et de perdre des devises, on peut les utiliser en Tunisie. Importer du plastique à recycler alors que le pays en déborde, une véritable aberration. La gestion des déchets en Tunisie est un énorme gâchis économique. Au lieu d'être recyclés et de rapporter de l'argent, ils sont en effet dans leur immense majorité enfouis sans traitement et coûtent de l'argent à l'État. Incompréhensible pour ce patron. L'État est en train de payer à peu près entre 150 et 200 dinars par tonne des frais pour faire l'enfouissement de ces déchets, le transport de ces déchets. Et en Europe et des autres pays, ils voient que ces déchets-là sont une richesse. Beaucoup des investisseurs en Europe, ils ont investi dans les déchets et pour gagner de l'argent. Nous, en Tunisie, jusqu'aujourd'hui, c'est l'État qui paie pour l'enfouissement. Une politique qui a atteint ses limites. Les centres d'enfouissement arrivent à saturation. Celui d'Agareb, dans le centre du pays, a été fermé il y a quelques mois sous la pression des habitants, dénonçant des émanations toxiques. Mais faute de trouver un autre lieu de stockage, les autorités l'ont rouvert en catastrophe, car la ville voisine de Sfax s'est retrouvée submergée d'ordures. Une décision qui a déclenché de violentes manifestations, faisant un mort mi-novembre. Si on veut avoir des solutions, il faut avoir une stratégie fixe sans qu'on puisse la changer. Et c'est ce qu'on a eu en Tunisie. On a eu beaucoup de changements, mais à chaque fois, on revient à cas zéro. Les gens, ils ne peuvent plus attendre. L'État, ou bien les gens au gouvernement, ils ont perdu leur crédibilité vis-à-vis aux riverains.
Cet expert pointe par ailleurs un vrai problème de financement. Seuls 25% des Tunisiens payent la taxe d'habitation, incluant une taxe dérisoire sur les déchets. Si l'habitant ne paye pas, la personne ne paye pas au début pour assurer à chaque fois le coût de traitement, on n'aura jamais de projet. Et là, c'est le blocage qu'on a en Tunisie. Face à la gravité de la situation, la Tunisie a opté pour un traitement mécano-biologique, une combinaison de tri, de compactage, de compostage et de méthanisation. Mais les projets ne verront le jour que dans 2 ans. Autant dire que d'ici là, les décharges sauvages auront le temps de se multiplier. Sa haute silhouette surplombe Monrovia. 10 étages de béton complètement nus. On pourrait se croire dans une usine désaffectée s'il n'y avait à ses pieds cette piscine au bord de laquelle riches hommes d'affaires et hauts dirigeants africains sirotaient des cocktails il y a un demi-siècle. À son ouverture, en 1960, le Ducor était l'un des premiers hôtels 5 étoiles du continent, avec vue imprenable sur l'Atlantique. Aujourd'hui, Peter Azak est le gardien des lieux. Des lieux désormais fantomatiques. Le palace a fermé en 1989, au début de la première des 2 guerres civiles qui ont fait 250 000 morts au Libéria. Ellen Johnson Sirleaf, première présidente élue après le conflit en 2006, tente de le rénover. Elle le confie alors à une compagnie libyenne liée au colonel Kadhafi. Après l'arrivée au pouvoir d'Hélène, Kadhafi est venu et a voulu s'emparer du bâtiment. Il voulait louer cet endroit. Et le gouvernement a dit aux squatteurs qui étaient ici de quitter le bâtiment. D'abord occupé par des hommes du chef de guerre Charles Taylor, le Ducor a en effet abrité ensuite de nombreux Libériens chassés de chez eux par les violences des guerres civiles et qui ont fini par s'installer ici à demeure. Ils ont été délogés il y a 10 ans, mais ne sont pas partis les mains vides, à en croire ce voisin. Les squatteurs, quand ils sont partis, ils ont tout pris. Ils ont même pris les tapis. Ils ont tout pris. Mais une fois ces squatteurs délogés, le vaste projet qui portait sur 150 chambres, des restaurants, un centre commercial, un court de tennis et un casino a tourné court. Une autre guerre a été fatale au Ducor, celle dans laquelle a sombré la Libye. En 2011, Monrovia a rompu les liens avec Tripoli et les travaux se sont arrêtés. Pendant la présidence Sirleaf, ils ont voulu rénover, mais ça n'a jamais marché. Alors maintenant, c'est juste abandonné et sécurisé. Le palace retrouvera-t-il un jour son faste d'antan ? Beaucoup espèrent le voir attirer les touristes et générer des emplois. Mais la compagnie libyenne qui avait été chargée de le rénover est sous le coup de sanctions de l'Union européenne du fait de ses liens étroits présumés avec l'ex-régime Kadhafi. Et les autorités libériennes refusent de communiquer sur l'avenir du Ducor.